prochaine présentation, Michel va être accompagné de Betty Kahn, qui est candidate à la maîtrise en génie biomédical à l'École polytechnique de Montréal. Betty a coordonné un incubateur universitaire à l'École supérieure polytechnique de Dakar, où elle a accompagné des porteurs de projets, notamment en entrepreneuriat féminin et en innovation à impact social. Donc, je vous donne la parole. Merci Mathias. Donc, on va faire cette présentation à deux voix, mais presque même à trois voix, parce qu'en fait, on est trois à avoir travaillé sur ce travail de recherche. Donc, il y a Samson Kimli, qui est enseignante-chercheur au sein de l'Université du littoral Cotopaxi, à Dunkerque, donc qui est en ligne avec nous et qui interviendra sans doute pour la phase de questions. Donc, ce travail de recherche, il porte sur l'innovation contrainte par les ressources, plus précisément l'innovation sous contrainte structurelle. On va voir les pratiques de circularité qui émergent dans ce cadre-là à partir d'une étude de cas qui est un groupement d'intérêt économique qui est basé au Sénégal. Et ça ne marche pas. Ah, je me fais sur la gauche. Vas-y. Et ça marche. Ok, donc en termes de présentation, d'organisation, donc je vais revenir sur le contexte et les objectifs de ce travail de recherche. Je vais préciser ce qu'on entend par contrainte structurelle, de quoi est-ce qu'on parle, quand on parle de contrainte structurelle de ressources. Voilà, je clarifierai un peu aussi ce qu'on entend aussi par innovation contrainte par les ressources. Et on fera un petit focus sur la particularité du bricolage. Et puis après, on mettra un peu en discussion cette littérature sur l'innovation contrainte par les ressources, et notamment le bricolage, avec notre étude de cas qui est GIE-FAVEC et qui vous sera présentée donc par Betty. Et puis on terminera par une discussion et les apports de ce travail de recherche, et je conclurai. Alors, le contexte, vous le connaissez tous. Le contexte, c'est celui des enjeux environnementaux et climatiques, et notamment le dérèglement climatique et la pression que nous exerçons sur les ressources naturelles. Et de ce point de vue-là, dans la littérature en économie d'innovation, la solution réside dans le fait d'innover de manière vertueuse. Alors, l'innovation verte est supposée être la solution qui permettrait de faire face à ces enjeux environnementaux et permettrait aussi de réduire la pression qu'on exerce sur les ressources naturelles. Alors, le problème, c'est que les acteurs économiques, les entreprises, n'ont aucun intérêt à innover de manière vertueuse si les marchés ne sont pas matures, et surtout s'ils ne maîtrisent pas les connaissances leur permettant de changer de trajectoire et de développer des technologies vertes. Et donc, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est que pour pousser, pour inciter les entreprises à innover, il faut de la contrainte. Il faut de la contrainte réglementaire, puisque l'idée étant qu'une réglementation qui est bien conçue serait supposée, d'une part, stimuler l'innovation verte, et d'autre part, améliorer la compétitivité des entreprises. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Porter. Alors, cette hypothèse de Porter a été largement testée d'un point de vue empirique, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a quand même un consensus qui ressort, c'est que lorsqu'il y a une fiscalité carbone, eh bien, cette fiscalité, elle oriente vers des trajectoires bas carbone, mais sous certaines conditions. Et cette condition-là, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre institutionnel qui soit favorable. Donc, par cadre institutionnel favorable, on entend en fait un système d'innovation, un système national d'innovation dans lequel on va trouver différents acteurs qui vont interagir et qui vont être là et qui vont être au service de l'innovation. Ça suppose des institutions régulatrices qui soient effectives, ça suppose des firmes, des entreprises qui soient dotées de capacités d'absorption et un marché de la R&D qui soit fonctionnel. Alors tout ça, c'est bien gentil, mais il y a des limites à ces travaux. Vous voyez bien là qu'on est sur des travaux qui sont essentiellement centrés sur les économies avancées et que les conditions cadres qu'elles supposent sont rarement réunies dans les pays du Sud, en particulier dans les contextes ruraux, du fait de contraintes structurelles qui sont bien souvent cumulatives. Dans les contextes ruraux, notamment en Afrique, on va retrouver des déficits infrastructurels, des difficultés d'accès au crédit, une asymétrie d'information qui va freiner la capacité d'absorption des entreprises. On a des entreprises qui sont plutôt des micro-entreprises qui se font dont les activités se font dans un cadre informel, et puis il y a souvent une fragilité institutionnelle. Et donc, au final, ce cadre dominant, on voit bien qu'il est inefficace dans des contextes contraints en ressources du fait de conditions institutionnelles qui ne sont pas tout à fait réunies. Et donc, cette étude va explorer les mécanismes alternatifs d'innovation qui émergent dans ces contextes contraints en ressources. Donc, c'est ce qui nous amène à notre question de recherche, à savoir
Dans les économies à faible revenu, sous double contrainte, parce qu'il y a de la contrainte structurelle, mais il y a aussi la contrainte environnementale. Hein, elle est présente, elle est moins stricte, mais elle est présente. Donc, sous double contrainte, comment est-ce que l'innovation émerge? Quelle forme organisationnelle est-ce qu'elle prend et quels sont les impacts qu'elle produit? Alors, je clarifie rapidement sur ce qu'on entend par contrainte structurelle. Alors, la contrainte structurelle, elle est différente de la contrainte conjoncturelle de par le fait que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Et cette contrainte structurelle, elle se caractérise donc par trois dimensions: la rareté de la ressource, l'insuffisance d'infrastructures productives et l'étroitesse des débouchés et l'isolement marchand. C'est-à-dire que quand on parle de contraintes structurelles, l'étroitesse des débouchés, c'est le fait qu'on va avoir des acteurs qui vont avoir des débouchés limités, avoir des circuits de proximité. Il va y avoir aussi une dépendance aux intermédiaires informels. Alors, vous pensez bien que quand on se met un peu dans le prisme de l'hypothèse à la porteur, ces contraintes structurelles sont des freins à la dynamique d'innovation environnementale. Voilà. Donc, voilà. Quand il y a contrainte structurelle, on est supposé de ne pas avoir d'innovation. Le problème, c'est que depuis une vingtaine d'années, vous avez toute une littérature qui prend le problème à l'envers, en considérant que eh bien, la contrainte n'est pas un obstacle, la contrainte peut être une condition d'émergence de l'innovation. Et ça, c'est toute la littérature sur les innovations contraintes par les ressources. Et de ce point de vue-là, vous avez toute une littérature qui a émergé autour des innovations contraintes par les ressources. Et donc, vous avez le papier d'Agerval 2017 qui offre une belle revue de littérature sur des formes d'innovation qu'on va retrouver dans la littérature. Donc là, je vous ai fait un petit screenshot de ce papier-là où vous avez une pléiade de formes d'innovation contraintes par les ressources dans lesquelles on va retrouver de l'innovation frugale qui consiste à faire mieux à moindre coût, dans lequel vous avez aussi les innovations grassroots. Ce sont des innovations qui sont portées par des communautés locales. On est un peu dans le militantisme pour résoudre des problèmes sociaux qui sont peu ou qui sont mal définis par l'État ou les marchés. Et dans tout ça, on a une forme d'innovation qui est assez intéressante, c'est le bricolage. Alors, le bricolage, c'est quoi? Le bricolage, c'est une forme d'innovation contrainte par les ressources qui est portée par des entrepreneurs, individuels ou collectifs. Ces entrepreneurs ont une vision de débrouillardisme et surtout, ils refusent de subir la contrainte. Cette forme de bricolage, elle émerge dans des contraintes de ressources. Ça se traduit comment? Ça se traduit par recombinaison de ressources qui sont disponibles. Et ça produit de la valeur économique, sociale et environnementale. Alors maintenant qu'on a vu que finalement la contrainte de ressources peut être une opportunité d'innovation pour certains acteurs, qu'à l'intérieur de ces contraintes, on va trouver des formes d'innovation, des innovations différentes, et dans lesquelles on a une typologie d'innovation, et dans laquelle on retrouve le bricolage. La question, c'est de dire, OK, il y a le bricolage, comment se traduit un peu la dimension processuelle de ce bricolage? Comment il émerge? Comment il se traduit? Et comment il se diffuse? Et là-dessus, dans la littérature, qu'est-ce qu'on retrouve sur les conditions d'émergence? Je l'ai dit précédemment, pour qu'on puisse avoir du bricolage, il faut une contrainte de ressources qui soit forte. Il faut qu'on retrouve une ressource qui soit sous-valorisée et des acteurs qui refusent de subir la contrainte. Donc, c'est le papier de Becker et Nelson qui est fait un peu sur le cadre américain, de micro-entreprises américaines. Et donc, il parle de bricolage. Maintenant, si on le rapporte au contexte africain, et notamment rural, eh bien, vous avez des papiers qui montrent qu'il y a un sens de la communauté et un engagement collectif qui va jouer un rôle clé dans la capacité à bricoler. Ce qui veut dire qu'on va passer du bricolage individuel à un bricolage collectif quand on s'inscrit dans le contexte africain, notamment rural. Donc, ça, on n'est plus dans du bricolage individuel, mais on parle vraiment de bricolage collectif. Et Zorina va aller plus loin en parlant de bricolage collectif familier, parce que finalement, dans le contexte rural, ce bricolage, il va se faire avec des personnes qui sont situées à proximité, qui ont des interactions informelles, et ces interactions sont basées sur des relations de familiarité. Donc, on parlera de bricolage collectif familier. Ensuite, comment ça se traduit concrètement? C'est quoi ce bricolage? Ce bricolage, en fait, il va se traduire par un langage commun, c'est-à-dire la capacité des acteurs à convertir une ressource locale une ressource locale qui est sous-valorisée en une ressource qui va devenir valorisée par recombinaison.
Et pour faire quoi? Ben, pour produire des bénéfices. Et OCM et HAL 2022 montrent que lorsqu'on met en place, lorsque des innovations contraintes par les ressources sont développées, ben, ils produisent souvent des co-bénéfices sociaux et environnementaux qui sont au départ non intentionnels. Donc ça, c'est sur la notion de traduction et notamment le langage commun que les acteurs mettent en commun justement pour recombiner et produire des co-bénéfices. Maintenant, en termes de diffusion. Alors, sur la diffusion, en fait, la littérature est très peu développée là-dessus. Mais, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que cette diffusion du bricolage finalement, le bricolage crée une espèce de boucle vertueuse qui va maintenir le bricoleur qui va auto-entretenir cette espèce de bricolage où le bricoleur, il bricole, l'entrepreneur, il bricole, il résout une contrainte initiale, et puis ça lui permet après de résoudre une seconde contrainte, et puis une troisième contrainte, et donc là, il est dans une espèce de boucle qui devient finalement un paradoxe parce que ça l'enferme dans ce bricolage. Donc, il faut, pour qu'il puisse sortir de cette boucle qui s'auto-entretient, il faut une intervention un peu extérieure d'un décideur public qui va venir un peu jouer un rôle d'amplificateur. Donc maintenant, on va mettre un peu en discussion cette littérature avec notre type de cadre. Oui, donc merci beaucoup Michel pour avoir posé ce cadre théorique. Donc là, on va partir dans le cas pratique avec le cas du GIE FAVEC qui est un groupement d'intérêt économique. Donc ici, l'objectif, c'était d'enrichir et de tester le cadre théorique que Michel vient de poser sans prétendre à la représentativité statistique, ce qu'on ne peut pas d'ailleurs avec juste un cas. Donc la méthode utilisée était une méthode qualitative, notamment avec l'étude de cas développée par Yin et Al en 2009. Et on a utilisé une démarche abductive, c'est-à-dire on faisait un aller-retour entre la théorie et le terrain pour pouvoir répondre à la question du comment, mais aussi du pourquoi, en fait, ce bricolage collectif va émerger et des co-bénéfices que ça va générer. Et le cas unique du GIE FAVEC est idéal parce que ça regroupe toutes les caractéristiques du bricolage collectif dans une démarche totalement processuelle, comme l'a montré Michel tout à l'heure. Donc, nos données sont obtenues grâce au rapport du projet d'Imbali, donc le projet qu'on a effectué dans la zone de Gaïen Sabah. Et on a aussi utilisé la littérature grise sur le contexte structurel africain, notamment sénégalais. Et donc, les limites qu'on note, c'est que c'est un cas unique, donc pas de généralisation possible et l'absence d'entretien. Bon, les entretiens sont en train d'être conduits, mais ce sera pour la rédaction de l'article, donc c'est pas confiné dans cette présentation. Donc, comment, en fait, le cas du GIE FAVEC émerge en tant que bricolage collectif? Il faut savoir qu'on a la contrainte, la bicontrainte, donc la contrainte réglementaire, réglementaire environnementale, notamment avec le Code de l'environnement du Sénégal qui a émergé en 2023, mais aussi le CDN Sénégal qui encadre tout ce qui est lié au changement climatique, mais aussi aux innovations industrielles, surtout dans un cadre où il y a la démographie qui augmente. On a aussi la contrainte structurelle, c'est-à-dire qu'Angayen Sabar, en fait, c'est une zone rurale qui se trouve à 277 km de Dakar, qui est la capitale. Il faut savoir que le Sénégal est couvert par une superficie de 196 722 km². Et ici, dans cette zone, on a environ 3280 habitants, dont 53% sont des femmes. Il y a une forte vulnérabilité socio-économique, notamment parce que 70% des femmes sont sans activité économique, 85% des jeunes sont sans emploi, il n'y a même pas beaucoup d'écoles, il y a à peine un collège, 15% des enfants situés entre 0 et 5 ans étaient en situation de malnutrition aiguë et malnutrition chronique pour d'autres, et les revenus étaient très faibles à raison de 1,18 $ par jour pour les familles. L'accès était aussi limité aux infrastructures et à l'électricité et il y avait une forte dépendance aux ressources locales. Donc, dans ce cadre où on a la contrainte structurelle et la contrainte réglementaire, on retrouve au milieu une ressource sous-valorisée qui est le dimb ou nommé scientifiquement Cordilla pinnata et qui est un fruit. Donc, ce dimb-là, quand nous, on a eu à l'analyser, d'ailleurs, quand on est parti dans les zones rurales, on l'a trouvé
le fruit était partout en bas. On se demande, mais pourquoi vous mangez pas le fruit? Pourquoi il pourrit comme ça? Donc, c'était présent en très grande quantité, mais le goût était un peu amer, donc la population ne consommait pas ce fruit-là. Et quand on l'a amené au labo pour l'analyser, on s'est rendu compte qu'il avait un fort potentiel nutritionnel, notamment avec la présence de vitamines, de fer et de lysine, mais aussi économique parce qu'on a pu le transformer en divers produits, notamment une farine fortifiée et une farine pâtissière, et ça a permis de lutter contre la malnutrition. Donc, on a aussi le caractère environnemental qu'on avait inclus, notamment à travers le reboisement, pour éviter en fait l'épuisement de la ressource. Donc, il y avait aussi l'engagement collectif qui était présent, donc le groupement d'intérêt économique qui préexistait avant Enactus ESP, où j'étais en tant que membre et où on faisait de l'entrepreneuriat social pour les zones rurales. Donc, comment la traduction va se matérialiser? C'est que le bricolage avec Dimbali, en fait, le langage commun du Dimb va répondre à la malnutrition et on aura une structuration collective autour de la FABEC où ce ne sera plus, en fait, juste un groupement économique d'intérêt, mais on va avoir 84 femmes et des coopératives de jeunes qui vont mutualiser leurs ressources et structurer l'activité pour faciliter l'accès aux formations et aux équipements. On aura aussi la transformation complète du DIM en farine, comme je l'ai mentionné, mais aussi en huile. Et lors de l'extraction de l'huile, le marc de DIM qui va rester va être utilisé comme aliment de bétail, mais aussi comme engrais dans les champs. Et on a aussi développé des séchoirs solaires sans électricité qui limitent la contamination pour les produits qui sont séchés, notamment le DIM, et qui va préserver aussi les qualités organoleptiques. Et les co-bénéfices vont suivre naturellement avec l'éradication de la malnutrition en Guyane-Saba et dans 23 villages environnants, mais aussi à travers l'autonomisation économique de ces femmes, la création d'activités génératrices de revenus, la réduction des pertes post-récolte, mais aussi les dynamiques de reboisement. Donc, comment, en fait, la boucle de bricolage collectif va se matérialiser? C'est que ici, en fait, on a le bricolage collectif qui est là avec la recombinaison des ressources locales et qui va renforcer la légitimité du collectif. Et quand le collectif est plus légitime, bah, il va étendre le bricolage. Et d'un autre côté, avec la génération d'éco-bénéfices, surtout avec le GIE FABEC qui va approvisionner la cellule de lutte contre la malnutrition, bah, il y a le bricolage collectif qui va encore plus être approfondi et renforcé, notamment avec la diversification des produits, avec des nectars, comme on le voit sur la photo. Et là, c'est bloqué par des contraintes de second niveau qui vont venir comme un plafond structurel, notamment le manque d'infrastructures dans cette zone, le manque de financement, l'accès au marché qui est carrément limité et ça pourrait être débloqué par un appui institutionnel qui pourrait amplifier en fait cette boucle interne et l'étendre pour sortir vers les marchés externes. Donc, Michel, par rapport au discours. Alors, qu'est-ce qu'on retient un peu de cette étude de cas? En fait, finalement, qu'est-ce qui ressort? C'est pas la régulation qui a créé ces innovations, ce bricolage dans ce contexte-là. C'est bien la contrainte qui a permis à ce bricolage collectif d'émerger, parce qu'il y avait une contrainte forte, il y avait une ressource locale qui était sous-valorisée, et puis il y avait déjà un engagement communautaire de ces femmes. Alors, nous, en termes d'apport un peu théorique, c'est qu'on a pu étendre finalement la pensée d'Ostrom avec l'idée de gouvernance locale. Alors ici, non seulement ces femmes-là, elles gèrent une ressource locale, mais elles vont plus loin puisqu'elles vont la transformer, la valoriser et créer des boucles de circularité qui auraient été inaccessibles si elles auraient fait ça toutes seules dans leur coin. Le principe de la circularité endogène collective, c'est aussi une notion qu'on a introduite, puisqu'il y avait la circularité endogène qui a été introduite par Nova, donc le Necessity Driven Circular Economy. Donc nous, on l'étend en parlant de circularité endogène collective. C'est une circularité qui est non intentionnelle, qui est portée par un collectif et qui est inscrite dans une filière productive et structurelle. Finalement, ça amène aussi ce regard sud-nord, puisque des territoires comme ça marginalisés, il y en a au nord, des territoires ruraux qui sont marginalisés, qui font face à des contraintes qui sont analogues, ressources locales limitées, débouchés étroits et acteurs isolés. Et cette circularité endogène, elle peut finalement jouer comme un levier qui est sous-exploité par les politiques actuelles. Donc, au final, plutôt que d'importer des instruments de régulation, qui sont conçus par les économies avancées, il conviendrait d'identifier les dynamiques collectives qui sont endogènes, qui sont existantes, et les accompagner au moment précis où elles atteignent ce fameux plafond
structurelle. Et je laisse Betty. Donc, pour conclure, juste 15 secondes, ça a permis, le cas pratique de la FAVEC a permis une meilleure compréhension du bricolage collectif et de ses mécanismes. Les limites ont été citées communément, je ne vais pas y revenir, mais je vais juste mentionner qu'il n'y a pas de réponse pour le moment sur les conditions de montée en échelle au-delà du plafond structurel. Et donc, ça amène des perspectives de recherche sur notamment comment, en fait, on pourrait mettre à l'échelle et accompagner, en fait, ces initiatives-là, notamment avec un accompagnement institutionnel, comment ça pourrait se matérialiser. Et si vous avez des suggestions par rapport à ça, on reste à l'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, une question, puis on passe à la présentation suivante. Commencer, vous avez innové dans la présentation sous contrainte de temps. Je voulais, en fait, je vais faire une question rapide combinant les deux présentations. Vous avez parlé de tension et vous avez parlé justement de pratiques plus bricolage informel. De voir au niveau de tension nord-sud dans les scripts et plutôt vécu, je parle d'économie circulaire, cette tension-là apparaît où? À quel niveau? Est-ce que pays ou local, vraiment communauté? Là, on est vraiment à une échelle de communauté locale avec des femmes qui, au départ, on ne sait pas quand circularité. Il y avait une problématique initiale, c'était la malnutrition infantile. Et tout est parti de là, en fait. À partir de cette problématique, de cette première contrainte qui était la malnutrition infantile, l'idée, c'était de savoir comment est-ce qu'on sort de cette malnutrition infantile. Et c'est vrai qu'il y avait cette ressource sous-valorisée qui a permis donc le premier bricolage, c'est-à-dire de réduire cette malnutrition, et qui ensuite a créé cette opportunité de deuxième bricolage et de diversification qui a fallu vraiment créer cette fameuse collective. D'accord. Et juste rapidement, si on parlait de tension, est-ce qu'on peut voir ça à ce niveau-là aussi ou c'est plutôt au niveau institutionnel local dans le sens de pays? Par rapport à la première question. Présentation, en fait, mais on pourrait en discuter. Ouais, je propose ça. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Peut-être, imagine que Sam qui est avec nous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sam, très rapidement? Merci Michel et Betty pour votre présentation. C'est déjà nickel pour moi-même, pour moi. Et je voulais dire bonjour à tout le monde et en particulier Mathias. Oui, je voudrais assister à la conférence avec vous, mais il y a quelques contraintes dans l'emploi du temps, je ne peux pas assister. Donc peut-être à l'année prochaine. Avec Oui. À tout bientôt, Sam. Merci. Oui. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à toi. Donc, nous allons passer.